Merci et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat de la semaine. Nous allons parler aujourd'hui de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. La MONUSCO qui veut accroître sa présence dans les parties de la RDC touchées par les conflits. Nous allons également parler du 14e sommet de la francophonie. Un an après, quels sont les acquis de ce rendez-vous international ? Pour en parler, professeur Milala, philosophe, est avec nous sur ce plateau. Professeur Kelele, président national d'une formation politique de l'opposition, est aussi présent, et M. Jean-Pierre Kambila, cadre de la majorité présidentielle. Avec mes invités, nous allons pouvoir décortiquer tous ces sujets à travers un débat citoyen. Et cette émission, vous aurez également à la suivre sur Radio 7 106.1 MHz. La première question, c'est à vous, Monsieur Jean-Pierre Kambila, vous qui êtes de la majorité. Aujourd'hui, partout, tout le monde parle, bien sûr, de la stratégie mise en place par votre plateforme politique pour reconduire Joseph Kabila jusqu'en 2019. Mais déjà lors d'une interview accordée à la RFI, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a dit que Kabila ne pourra pas se représenter en 2016. Est-ce que c'est possible? Mais nous avons une constitution dans ce pays. Que dit l'article 220? Le président de la République a un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Mais nous ne faisons que lire la constitution. Maintenant, s'il y a dans la classe politique des gens qui n'ont rien à dire, pas d'imagination, et qui trouvent qu'il faut aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas, bon, nous perdons le temps. Alors qu'il y a des sujets sur lesquels nous pouvons discuter pour éclairer ceux qui nous dirigent, pour avancer. C'est un faux débat. C'est vraiment un faux débat et une perte de temps. Joseph Kabila étant légaliste, il respectera la loi. Le jour où il y a un président élu, après cette date, il part. Oui, il a dit clairement. Que voulez-vous qu'on dise de plus? Parce qu'il y a des manigances, de sorte qu'on puisse dépasser même 2016, aller jusqu'en 2019. Parce que pour qu'il y ait un autre président, il faut qu'il y ait des élections. Mais il y aura des élections. Puisque c'est 2 mandats de 5 ans, il y aura des élections. Écoutez, les gens qui sont attitrés pour vous donner cette information l'ont fait. Le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas une personnalité éloignée du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, ce matin même, il a répété la même chose. Je ne fais que répéter ce que d'ailleurs le président a déjà dit bien avant et que d'autres ont déjà dit. Nous, il y a l'article 220 n'est pas à modifier. Il faudra peut-être... Maintenant, ce que je vous dis ici, c'est mon point de vue personnel. Cet article-là, il faudra le modifier. Mais pas maintenant. Il faudra le modifier. Pas sur le point qui fait débat maintenant, mais sur d'autres. Parce qu'il y a... Cette constitution pose quand même certains problèmes. Mais qui concerne l'État. Mais ce problème-là, il faut en parler lorsque la situation sera apaisée. Et je pense, lorsque le président aura fait la démonstration qu'il est un démocrate, qu'il est un légaliste, qu'il sera parti, les Congolais réfléchiront pour changer cet article. Pas sur le point de mandat, mais sur d'autres points, parce que ça pose problème. Mais si les politiciens congolais veulent perdre leur temps à discuter sur une question qui a obtenu une réponse claire, venant de la part des gens attitrés, bien positionnés, qui disent ouvertement, libre à eux de le faire. Mais je pense que ce pays a d'autres priorités de discussion, d'autres priorités de débat, des choses sur lesquelles nous devrions vraiment nous pencher, réfléchir là-dessus pour faire avancer l'intérêt commun. Oui, professeur Kelele, je crois alors dans un numéro précédent, vous aviez parlé que c'était une politique qui a été mise en place, des concertations, c'était une occasion pour que les gens donnent encore une occasion à M. Kabila de briguer notre mandat.
Et maintenant, avec cette position du président de l'Assemblée nationale, vous sentez-vous réconforté? Non, je dis que nous sommes en politique. Si M. Kabila dit qu'il ne se représente pas en 2016, tant mieux. Vraiment, tant mieux. À ce moment-là, on aura respecté la Constitution, le jeu démocratique sera continué normalement. Mais nous avons suivi M. Minakou sur ce point précis. Il n'était pas aussi coulant que sur les autres points. Il était hésitant. Nous avons même enregistré des balbutiements. Oui, dès qu'il y a un autre président élu, comme nous racontent ces messieurs du Sénat, nous sommes là-bas jusqu'aux élections d'autres sénateurs. C'est le même type de discours. Mais lorsqu'on voit ce qui est projeté comme étape, en commençant par le bas, il y a lieu de ne pas être des hommes de foi. Il y a lieu de continuer à regarder les choses de plus près. Lorsqu'également on voit les différents discours de M. Kabila, moi j'en compte 7, les grands discours, j'en compte 7. Il fait des promesses, mais ces promesses ne sont pas tenues dans les faits, ne sont pas traduites dans les faits. Et sur des problèmes aussi importants que celui-là, eh bien, voyons voir, mais il faut être très regardant, parce que lui, vous savez, c'est, je crois, le 10 janvier 2010 que Jeune Afrique balançait une étude très importante, Kabila Mobutu Light. Kabila sur le schéma de M. Mobutu. Et on le voit, Mobutu, quand il prend le pouvoir, nous dit quoi? Je suis là pour 5 ans, je garde mon salaire de militaire, après je pars. 5 ans dans l'arithmétique mobusienne, ça fait 32 ans. Bon, lorsque nous voyons que beaucoup de promesses ne sont pas respectées, nous ne pouvons pas, comme M. Kambil a dit, non, ne vous en occupez pas, c'est déjà tranché tout. Non, nous avons l'obligation, comme politique, de ne pas croire sur la parole et de continuer à travailler pour dire, au cas où ce n'était pas respecté, on fait quoi? Professeur Kalele, parce que selon le programme qui a été donné par la Commission électorale nationale indépendante, on commence par les élections municipales, locales, jusqu'aux élections provinciales. Est-ce que cet espace, le temps qui nous reste ici, pourra nous permettre d'avoir des élections en 2016? Il faut de la magie. Il faut de la magie pour ça. Au plus tôt, en suivant ce chronogramme-là, vous arrivez en 2017. Au plus tôt. 2017, on arriverait à élire un autre président, mais M. Kabila serait au-delà de son mandat normal. En attendant l'élection de notre président. En attendant l'élection d'un autre président. J'ajoute un autre élément. La Constitution ici, dont il est le garant, a prévu, depuis Sun City, de commencer par les élections à la base. Mais on a commencé par les élections en bas. Les territoriaux que nous avons aujourd'hui n'ont jamais été élus. Ça fait 2 mandats que la Constitution n'a pas respecté sur ce point précis, sous la houlette de Joseph Kabila, garant de la même Constitution.
Professeur Milala, vous êtes philosophe, je rappelle bien. Alors, quelle est votre analyse par rapport à cette sortie médiatique du président de l'Assemblée nationale par rapport au mandat du chef de l'État? Merci une fois de plus pour l'invitation. Je crois qu'il faut voir aussi la dynamique qui se développe. Hein. Déjà, on m'a dit que le conseiller Mugalu est allé voir le président Tshisekedi. Je crois que si c'est sincère, parce que de mon point de vue, le président Tshisekedi lui-même n'a pas réagi comme d'habitude, c'est-à-dire refus catégorique immédiatement, etc. En tout cas, je n'ai pas suivi. Si la dynamique se maintient, on peut quand même faire confiance et voir comment ça va se développer, quitte à ce que le président de la République lui-même puisse relayer ces propos-là. Je crois qu'il y a des discours qui sont attendus. Il semble que c'était pour mardi, c'est reporté, son grand discours devant le Congrès. Je crois qu'on peut attendre et observer. Je crois que ce n'est pas le moment de tout remuer. Hein. Ça me donne l'impression qu'on veut quand même aussi changer. Déjà, convoquer les concertations, c'était quand même une demande de l'opinion publique. Et il a accédé à cette demande. Je crois qu'il peut revenir au bon sentiment. Attendons voir. Moi, je ne m'aimerais pas être directement là en train de douter. Donc, on peut garder encore l'espoir. Je crois qu'il y a une dynamique. Le fait pour ne pas me répéter, que le conseiller Mugalu puisse voir le président Tshisekedi. Et puis, il y a une grande dynamique quand même avec l'accord cadre, hein, qui demande à ce que tout le monde s'implique quand même pour la stabilité du Congo. Au niveau international, au niveau local, l'opposition a une grande responsabilité, hein, me semble-t-il. Donc je crois qu'il faut voir cette dynamique, jusqu'où ça va aller. Observons et attendons voir. D'accord. Monsieur Jean-Pierre Kambila, nous nous rendons maintenant dans la partie est du pays. Il n'y a pas longtemps, une délégation du Conseil de sécurité a fait la ronde de la RDC ou de la sous-région. Quelques jours après, c'est le M23 qui tire sur un hélicoptère de la MONUSCO. Vous qui êtes de la majorité, comment vous analysez une telle situation? Le sursaut de l'agonissant, le M23 sait, parce qu'ils ont des représentants à Kampala. Ils savent très bien que nous sommes sur la dernière ligne. Et certains commandants sur place estiment qu'il faut créer des incidents, créer des problèmes pour que ça dure longtemps. Bon, c'est de bonne guerre. Mais aujourd'hui, du côté de l'opposition, on dit qu'il y a une certaine léthargie de la part du gouvernement qui ne veut pas mettre fin à cette situation. Pourquoi vous, ou le gouvernement qui est aux commandes du pays, ne peut pas prendre des mesures sévères à l'encontre de ces mouvements rebelles? Mais je ne comprends pas cette opinion. Les gens se battent à l'est de notre pays. Les FARDC ont repoussé ces gens-là. Mais c'est une guerre. Il ne faut pas penser que ces gens-là sont là les bras croisés et qu'ils attendent que vous veniez les repousser dehors. C'est une guerre, il y a des morts. Et la guerre, c'est un art. C'est un art qui a ses règles, qui a son temps, qui a son mouvement, qui a ses contraintes. Et on ne fait pas la guerre, comme nous parlons autour de cette table, d'une manière policée. On fait la guerre en tenant compte d'un certain nombre de contraintes. Il ne suffit pas de dire j'ai envie d'attaquer mercredi et vous attaquez mercredi. Non, je pense que nous sommes dans une situation extrêmement délicate à l'est de notre pays. Il y a des gens qui meurent et on ne prend des actions que lorsque c'est absolument nécessaire et qu'on a les chances, et qu'on estime qu'on a les chances de les faire aboutir. Alors, ça fait plus d'une année et demie que 3 territoires, il y a Massissi, Nirangongo et aussi Rutshuru qui sont sous le contrôle de M23 avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda. Donc ça ne vous fait pas penser que c'est déjà une balkanisation du pays? Non, c'est une tentative de balkanisation. Mais ils occupent déjà? Oui. Il n'y a pas l'autorité de l'État sur ces 3 territoires. Mais on n'est pas les bras croisés, on se bat. Tous les Congolais savent qu'il y a la guerre à l'Est. Tous les Congolais savent que chaque jour qui passe ici, nos enfants se battent pour récupérer ce territoire.
Mais la guerre, on ne la décide pas comme on veut, on ne la termine pas comme on veut, on la fait. Et elle est en train de se faire. Et les Congolais doivent avoir confiance en leur armée, requinquée maintenant, qui avance. L'armée congolaise ne recule plus. Elle n'est plus arrêtée, elle avance. Mais elle avance, quand elle avance, on lui demande d'arrêter, comme la fois dernière. Oui, parce que c'est un art. Celui qui demande qu'on arrête, il sait pourquoi il faut arrêter. Ça ne sert à rien de penser qu'on peut avancer comme du beurre et puis après arriver à une défaite. Il ne faut pas. La guerre, ce n'est pas une scène de ménage. Il ne faut pas que n'importe qui vienne s'en préoccuper, faites ci, faites ça. Non. Il y a à la tête de ce pays des gens décidés à sortir de leur époque avec un Congo uni. Et ils sont en train de faire ce travail-là. Si ils demandent un jour d'arrêter, ils savent. La guerre est un art difficile et on ne le fait pas en situation de stress ou en situation où parce qu'on est poussé par une population qui a raison, mais elle n'a pas les raisonnements de la guerre. Elle ne sait pas comment ça se passe. Elle n'est pas maître de cet art-là. Ce qui serait négatif, ce serait la trahison. Ça serait que il y en a eu des traîtres. Il y en a qui payent, il y en a encore dans nos murs. On essaie de les traquer. Mais lorsque on décide d'arrêter une bataille, il y a toujours une raison, mais il n'est pas indiqué de la crier autour de toi. Mais prenons conscience que la guerre est un art difficile, qu'il faut mener avec l'expertise nécessaire. Il faut savoir avancer quand il faut et arrêter quand il faut. Et donc, on va rester dans cette situation, même si la guerre est un art difficile. On ne va pas rester dans cette situation. Les États-Unis, qui sont une très grande puissance, combien de temps ils ont mis pour finir la guerre en Irak? Elle est encore. Mais les Américains ne se découragent pas. Au moment où nous parlons, elle n'est pas terminée. En Afghanistan, combien de temps ça a pris? Elle n'est pas terminée. La guerre, je le répète, est un art difficile. Elle demande la confiance, elle demande du temps. Et le temps de la guerre, ce n'est pas le temps d'une émission de télévision. D'accord. Professeur Kalele, est-ce que vous partagez ce point de vue de M. Jean-Pierre? Lui-même rit, il sait que c'est non. Mais bien évidemment. Comment est-ce que le monsieur Kalele va partager mon point de vue? C'est pas possible. Non. Je pense que la situation qui se passe à l'est de la République, son évolution doit attirer notre attention sur l'hypocrisie à la fois de la communauté internationale et du gouvernement de la République. C'est un jeu des hypocrites. La communauté internationale d'abord. On nous a envoyé la MONUSCO ici pour la paix. La MONUSCO, ça fait plus d'une décennie qu'elle est là. On ne l'a pas vue imposer cette paix. Elle a occupé l'ensemble du territoire national. Je viens observer comment les gens se battent. Je viens protéger les civils. Quand on se bat aux galeries présidentielles en train de tuer les civils, la MONUSCO tourne ses armes, vient sur l'avenue du commerce. Quand on a achevé de tuer, elle rentre compter les cadavres. Personne n'a apprécié cela. Il y a eu même des cas où les gens de la MONUSCO, les MONUSCO, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Ont été pris en flagrant délit d'échange des munitions et des armes contre les matières premières, notamment dans l'Ituri. On a eu des cas de flagrance, la MONUSCO transportant des effets militaires des Rwandais
Ça, c'est connu de tout le monde. À telle enseigne que on s'est demandé qu'est-ce qu'elle fait ici, à Kanangala, il y a la guerre. Elle fait quoi là-bas? Dans beaucoup d'endroits. C'est devenu pratiquement une force d'occupation. Le Conseil de sécurité décide, on va vous envoyer une brigade d'intervention pour en finir avec le M23 et ses parrains. Ces messieurs, pour qu'ils bougent, il a fallu de protestations de la population du Nord Kivu. Et ils ont bougé une fois. Après, ils sont rentrés dans leur sommeil. Les Rwandais occupent ce territoire-là, aussi grand que le Rwanda. Le territoire congolais, ils l'administrent. Ils le tuent au quotidien. Ils violent nos femmes au quotidien. Et dernièrement, il y a même un rapport qui est sorti. Les militaires qui sont là-bas, ils ne portent pas les chaussures des militaires classiques. Ils portent des bottes. Ils prennent de l'eau, ils mettent dans les bottes, c'est des choses, et font boire ça aux Congolais. Ça au quotidien. Donc le territoire, une grande partie du territoire, tout un pays est occupé par les Rwandais. La MONUSCO, avec ses multiples militaires auxquels il faut joindre la police, ne fait rien. Ceux qui sont venus ne font absolument rien. Ils observent. Le gouvernement qui a la charge de protéger les personnes et leurs biens ne fait rien. On peut l'accuser, avec raison, d'être complice. Parce que ce n'est pas le premier groupe. Nous avons les Mbororo, qui sont là-bas depuis des années. Ils n'ont jamais été inquiétés. Continuent à s'implanter. Vous avez du côté de Kalemi, les Banyajura. On a même oublié qu'ils existent. Vous avez le FDLR. Ils sont là. Depuis des années, on les laisse tranquilles. Si on ne compose pas avec eux. Vous avez les ADF Nalou et la LRA qui sont aussi là-bas, qui tuent. Le gouvernement regarde, la fameuse communauté internationale regarde, la MONUSCO nous fait des discours ce mercredi ou jeudi. Chaque mercredi. Tout ça. Oui, mais tout ça c'est quoi? Maintenant, on nous dit qu'elle va déplacer son personnel administratif. Il va accroître sa présence dans les zones dans l'est du pays. Nous craignons la proclamation de la République du volcan, parce que c'était déjà dit là-bas. Il n'est pas normal un gouvernement qui se respecte, qui prend au sérieux sa mission de protection. Monsieur Kabila, c'est chez vous qu'on fait passer cet extrait-là. Chaque fois avant le journal parlait. En dépit des complots pour sa balkanisation. Il le répète, donc il le sait. Très bien, il ne parle pas au hasard. Et les Blancs là, ils viennent à Kinshasa. Après Kinshasa, c'est Goma qui leur donne l'autorisation de se promener comme ça. Goma, Kigali, et puis Kampala, et ils reviennent. On ne leur a jamais demandé, messieurs, commencez aussi par là pour venir nous faire rapport de ce que vous avez traité avec Kagame. Non, c'est toujours nous qui fournissons des informations aux autres. Enfin, on nous a dit ici, messieurs, qu'il y a eu de réfugiés rwandais chassés de la Tanzanie
ils sont entrés. Donc des gens entrent de manière irrégulière dans votre pays, vous laissez faire, ils s'installent, et le gouvernement dit, oui, nous allons, nos amis rwandais vont nous donner des explications. Non, ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, il est établi clairement que c'est quelques civils encadrés par des militaires rwandais armés, et le gouvernement laisse faire. Pour combien de temps on va laisser faire? Donc, le plan de balkanisation, il ne vient pas seulement des Rwandais. Le plan de balkanisation, les cartes, on en a à Washington. Les gens voyagent. Tout le monde se répète. C'est même ici, chez vous, ici, avec le potentiel, qu'a été publiée une déclaration extrêmement grave de M. Johnny Carson, le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, sur la balkanisation du Congo-Kinshasa, qu'on allait y aller très intelligemment, mais à l'exemple du Soudan, la Yougoslavie. Et c'est ce plan-là qui est en marche. On va installer une administration onusienne dans le nouvel état, du volcan ou la République de l'Est, comme le disait Roubaix, qui s'était même déplacé d'ici et qui s'était installé à Goma après les massacres de Gatumba, alors que ses frères étaient tués par le Burundais. Lui disait que c'était les Congolais. D'accord, il avait professeur, même demandé on va à tous les revenir à vous. Congolais membres du RCD On va de revenir le à vous, rejoindre professeur. là-bas. Oui, professeur Milala, vous qui avez aussi suivi toutes ces analyses, quelle est votre analyse par rapport à toutes ces questions? Non, moi je crois qu'on ne peut plus prolonger les mandats de la MONUSCO. C'est ce qu'il faut obtenir absolument. Parce que la défense est toujours nationale. La défense partout au monde est nationale. Je pense à Mouzé. Mouzé a demandé aux intellectuels, le professeur par exemple, qu'il faut-il faire? Mais on a fait de bombes ici. On les a largués à Ouvira, là-bas, ça faisait 15 mètres de profondeur, etc. Je crois que... Et il payait les militaires $100. Et il avait un projet d'avoir une armée de 600 000 hommes. Non, l'armée est toujours nationale. Et en plus, on ne combat jamais sans la population. C'est avec la population. Moi, je suis convaincu qu'il faut que la MONUSCO s'arrête là. Il ne faut plus qu'on prolonge. Comment est-ce que depuis 2006, on organise des élections démocratiques, appelons ça comme ça, démocratiques, et la MONUSCO ne veut pas partir? Mais à quel moment on va organiser l'armée? Les gens vont s'organiser, se prendre en charge. Je pense à Mouzé, je crois que notre armée doit être organisée. Et je crois que cette armée est capable de neutraliser toutes ces rébellions, même les Kataka. Quand on a une armée moderne, nationale, républicaine, mais il va faire le travail comme ça se fait partout au monde. Je crois que tout ce que nous demandons... Mais ce qui est paradoxal, à un moment donné, le gouvernement a demandé à ce que le mandat de la MONUSCO soit raccourci, je crois, mais apparemment, ils ont refusé. Je me dis, mais qui prendra l'initiative pour que la MONUSCO parte? Ça viendrait d'où? On est installé là dans des contradictions énormes. Tout ce que nous demandons à notre gouvernement, c'est aller même au-delà. Nous avons dit, en ce qui concerne les institutions militaires, que les enfants de 18 ans, obligatoirement, fassent l'armée comme partout ailleurs, parce que c'est la défense nationale. À 18 ans, armée obligatoire. Et toutes nos filles ici doivent être dans les services des renseignements. Il faut les former. C'est comme ça qu'on garde une nation. C'est comme ça qu'on préserve les richesses et le patrimoine. Et nous tous qui avons dépassé 18 ans, on nous forme pour un combat paramilitaire. Mais pourquoi pas? On devient des réservistes. La défense, ce sera nous-mêmes. Je crois qu'il faut que, de façon solennelle, on demande à ce qu'on ne prolonge plus jamais le mandat de la MONUSCO. C'est ça, que ça s'arrête là. Et que l'État puisse prendre ses responsabilités pour organiser une armée. Mais seulement une armée, ce n'est pas seulement des soldats au front, c'est avec la population. Ça veut dire qu'il faut installer la démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, on est toujours comme on est là. On ne veut pas faire des élections locales, on les annonce, on ne les fait jamais. Depuis 2006, on ne les fait pas.
bon, notons que c'est toujours les bourgmestres du PPRD qui sont là. Je ne sais pas s'ils sont du PPRD. En tout cas, les bourgmestres qui sont nommés, qui sont là. Jusqu'au niveau des collectivités, on a des chefs de secteur nommés il y a longtemps. Je suis allé au Katanga une fois, dans le territoire de Kanyamakachese. On a chassé le bourgmestre parce qu'il n'était pas du lieu. On a opté pour l'adjoint qui était du lieu. Mais s'il est élu, c'est une garantie qu'il va être là. Bref, je crois que la question de la défense, elle est nationale. La MONUSCO doit partir. Organisons-nous, prenons-nous en charge. Voilà. Monsieur Jean-Pierre, la MONUSCO veut maintenant installer peut-être un autre quartier général dans l'Est ou dans les zones touchées par les conflits. Est-ce que cela pourra-t-il changer des choses dans cette partie du pays? Je crois que j'aimerais, si vous me permettez, reprendre la chose au niveau où le professeur vient de les laisser, pour exprimer un accord. Je pense, comme lui, et je sais que c'est l'option du gouvernement congolais actuel, que la défense de notre pays incombe, la responsabilité de cette défense incombe aux Congolais eux-mêmes. Ça, c'est une certitude. Mais j'aimerais la nuancer en faisant appel et à l'histoire et à l'actualité. Pour dire ceci, je ne connais pas une guerre qui se gagne sur le long terme sans diplomatie. Je ne connais pas. Si vous voulez gagner une guerre, vous devez la gagner sur le plan militaire, c'est sûr, mais vous devez vous assurer de la démocratie. Vous devez vous assurer des appuis. Parce que le monde est devenu ce qu'il est. C'est-à-dire un ensemble dans lequel les choses sont connectées. Où il y a des puissants et des moins puissants et des faibles. Donc vous ne pouvez pas gagner une guerre sans la diplomatie. Et dans un pays comme le nôtre, la diplomatie principale, je le dis franchement, elle est d'abord multilatérale. Même si vous avez des très bonnes relations avec un tel pays, mais c'est au niveau du multilatéral que ça se passe. Donc vous devez avoir l'appui d'un certain nombre de pays au sein de ces grandes organisations internationales. On ne peut pas aller comme ça. Ça serait penser que vous êtes fort et quand vous avancez, vous vous rendez compte que vous vous battez au fait avec le monde entier. Et ça, aucun pays qui a à sa tête des gens qui réfléchissent ne peut prendre cette option-là. Voilà pourquoi il n'est pas simple de dire du jour au lendemain à la MONUC, vous prenez vos clics et vos claques et vous disparaissez. Ce n'est pas si évident que ça. Parce que dans le monde aujourd'hui tel qu'il est, il est extrêmement difficile de gagner une guerre si vous n'avez pas, sur le plan multilatéral, des relations solides et des appuis solides. Voilà l'explication que je voulais donner. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser la responsabilité de la libération de notre pays à l'ONU, relativement à la MONUSCO, puisque c'est comme ça qu'on appelle la présence de l'ONU chez nous. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut clairement dire que si vous voulez gagner la guerre et l'assurer, vous devez avoir des bons contacts dans ces milieux-là. Parce qu'il n'y a pas de guerre qui se font aujourd'hui si là-bas, il n'y a pas quelque part des autorisations, ne fût-ce que tacites, ou des laisser-aller, nous fermons les yeux, ou nous pouvons vendre des armes ici et pas là-bas. Donc, voilà cette difficulté. Il ne faut pas que l'on pense que ceux qui sont autour de Kabila ne réfléchissent pas à ces aspects-là. Ils y réfléchissent et voilà pourquoi la MONUSCO, on ne peut pas leur demander comme ça. Mais ça ne nous empêche pas de faire pression sur eux et de leur demander de faire un certain nombre de choses, surtout lorsqu'ils ont pris des engagements. Puisqu'ils ont pris depuis longtemps, je sais, parce que parfois, les circonstances de la vie font que parfois on est à certains endroits. Je sais que notre pays avait demandé depuis longtemps à la MONUSCO de se concentrer aux endroits où il y a des problèmes. Surtout dans l'Est. Bien. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, vous êtes dans une situation internationale. Excusez-moi. Les gens ont des intérêts, les intérêts sont très divers. Si vous voulez travailler avec eux, vous devez aussi quelque part satisfaire leurs intérêts. Et c'est comme ça que ça se passe.
C'est pas parce que ce sera un jour Kambila ou Kalele au ministère des Affaires étrangères que cette situation-là va changer. Elle ne va pas changer. La diplomatie, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne par rapport aux intérêts. Et nous, aujourd'hui, nous avons intérêt à être bien avec l'ONU et à discuter avec eux tout en faisant pression sur eux. Et cette fois-ci, nous avons réussi, avec leur accord, qu'il faut concentrer les efforts à l'Est. Parce que, après des années de pression, et cette pression, ce n'est pas l'opposition qui la faisait, c'est nous au pouvoir. On est arrivé à ce stade-là. Maintenant, nous allons voir comment ça va se passer concrètement. Quelqu'un disait ici, avant l'émission, un peu en rigolant, qu'est-ce que la MONUSCO fait à Kananga? Mais je me pose la même question. Qu'est-ce qu'elle fait à Mwanda? Qu'est-ce qu'elle fait à Matadi? C'est la question que tout le monde se pose. Bien évidemment, mais voilà. Pour dire que c'est des situations difficiles, compliquées. C'est un combat qu'il faut faire. Nous le faisons tous les jours. Nous avons maintenant obtenu un pas. Ils vont se consacrer là-bas. Ils font leur devoir. Mais le vrai devoir, comme le disait le professeur Minet tout à l'heure, il nous incombe à nous d'être cohérents. Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement le pouvoir, mais c'est aussi l'opposition. Ouais. Lorsque par votre discours, vous participez à décourager toute une nation, mais ne vous étonnez pas que ça n'avance pas. Non, parce que lorsque nos mamans ont fait des efforts à Goma, elles sont descendues de la rue pour faire pression directement. On a vu que les choses ont bougé, parce qu'à New York, ils ont tremblé, ils ont dit, attention, ce qui se passe au Congo, là, risque d'avoir des émules ailleurs. Si on commence à nous contester comme ça, c'est pas bon. Et on a vu le résultat que ça a donné. Parce que nous sommes tous allés dans le même sens. C'est ce que nous demandons, nous, aux élites congolaises d'abord. Parce que c'est eux qui ont le leadership, en tout cas de l'opinion. C'est eux qui influencent les gens. Avec nous, bien évidemment. C'est aussi un travail à faire. Donc, lorsque le professeur Kalele parle, j'aimerais qu'il se mette de temps en temps en position de simple Congolais qui défend son pays. Surtout à son niveau, que tout ce que j'ai dit ici, pour un certain nombre de téléspectateurs, c'est peut-être la nouveauté, mais pas pour lui. Il connaît très bien cette approche d'université sérieux, personne ne conteste sa qualité de prof. Donc il sait très bien comment se passe le système international. Il connaît le poids du multilatéral aujourd'hui. Il connaît le rôle de l'ONU. Est-ce qu'il peut me contredire ici en disant qu'il suffit d'un discours d'un ministre des Affaires étrangères ou même d'un président de la République dans X pays pour que l'ONU prenne telle ou telle position? Quel est le poids de votre pays dans le monde aujourd'hui? Et est-ce que vous pouvez vous le permettre? Si vous le faites, où allez-vous trouver les armes? C'est vrai. Si le professeur me dit, ah oui, mais on a fait des bombes qui sont passées, qui ont fait 15 mètres. Mais c'est vrai. Mais la bombe, c'est comme la bombe atomique. Même si vous l'avez, il faut encore que vous ayez des vecteurs. Ça avez les moyens de les lancer. Il faut encore que vous ayez des avions capables d'amener les bombes en toute sécurité. Il faut encore que vous... etc., etc. Donc, il y a un ensemble de choses qu'il faut faire. Donc, ce sont des choses difficiles. La guerre est un art. Prenez le micro, oui. Excusez-moi. Pour terminer, je dirais, la guerre est un art extrêmement difficile qu'il faut faire avec les connaissances de la guerre et aussi avec l'opinion publique. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une opinion publique qui regarde dans la même direction. Voilà pourquoi, une fois de plus, je fais appel aux leaders de l'opposition que dans certaines choses, dans certaines matières, nous devons regarder de la même manière. Si le Nyiragongo, le Rutshuru et le Masisi quittent le Congo, c'est une catastrophe pour Kalele comme moi, pour le professeur Malia. C'est une catastrophe pour nous tous. Alors, sur ces choses-là, essayons d'avoir un bon point de vue. Merci, M. Jean-Pierre Kambila. Professeur Kalele, la MONUSCO va accroître sa présence dans les zones à conflit, surtout dans l'est du pays. Vous ne trouvez pas que c'est une manière de soulager la population qui vit bien sûr dans la peur, surtout de la présence des forces négatives? Vous dites bien, elle va accroître, mais elle est là. De toutes les façons, le gros des effectifs de la MONUSCO, c'est là-bas. Le gros des ONG internationales
c'est là-bas. Pendant qu'ils sont là, ils font quoi? C'est ça la question qu'on se pose. Moi, je ne pense même pas, je crois, parce que je fais faire des sondages, sur la question de la lutte contre l'occupation rwandaise. Les Congolais, à 99%, sont d'accord qu'il faut chasser les Rwandais. Il n'y a même pas à tergiverser. Y a-t-il une mobilisation gouvernementale pensée, programmée? Non. On parle de diplomatie. Oui, il faut la diplomatie. Mais il ne faut pas de diplomatie larmoyante. Vous ne gagnez pas diplomatiquement si vous êtes faible militairement. Ça n'existe nulle part au monde. Parce que quand on discute avec tous ces messieurs-là, ils vous disent, oui, mais vous, le Congolais, là, vous exagérez. MONUSCO, vous-même, vous faites quoi? Apprenez à vous défendre d'abord vous-même. C'est Hollande qui est venu ici avec son ministre des Affaires étrangères, Fabius. On ne vous comprend pas. Vous, là, 10 millions d'individus, vous matez, vous, 70 millions. Qu'est-ce qui se passe chez vous, dans vos têtes, là? Le problème, il est là. On va nous faire un discours religieux. Le bonheur après la mort. Nous nous battrons, etc. Nous nous battrons, etc. Entre-temps, les gens sont en train de mourir. Mais je voudrais bien qu'on fasse aussi des études comparatives. Dans quel pays ici en Afrique la MONUSCO a réussi à résoudre le problème? L'ONU, même à travers le monde. Quand ils viennent, ils ont tendance à s'installer une fois pour toutes au Moyen-Orient. Ils sont là. L'Irak et tout ça, ils sont là. Ici, au Sénégal, ils sont là. Qu'est-ce qu'on a vu? Aujourd'hui, l'ONU est même en marge de sa mission. On nous a dit que l'ONU, c'était pour éviter que les gens se battent, qu'il y ait la paix, etc., etc. Mais on voit que c'est l'ONU maintenant qui donne l'autorisation à des pays de faire la guerre et elle y participe elle-même. Alors, j'ai posé la question sur la présence des autres éléments de la MONUSCO dans la partie. Ça ne pourra pas soulager la population qui est là. Nous n'avons pas besoin d'être soulagés. Nous avons besoin de mettre fin à la guerre. Et toute cette politique paternaliste où on doit vous donner des biscuits, de l'eau et tout ça, il faut y mettre fin. Ça affaiblit un peuple et ça bloque l'imaginaire du peuple. Ça, c'est le travail on va passer du gouvernement. D'accord, c'est entendu. On va passer au dernier point. Nous n'avons que 3 minutes, chacun 1 minute, juste sur les acquis du 14e sommet de la francophonie. Un an après, professeur Milala, qu'est-ce que les gens peuvent retenir aujourd'hui de ce sommet qui s'est tenu à Kinshasa? S'il vous plaît, 1 minute. Je dois dire que la coopération multilatérale, on la connaît. La minoire, c'est sous la minoire qu'on a tiré l'avion d'Abiyarimana. Sous la turquoise que le génocide s'est fait. En fait, la politique multinationale, la coopération avec les institutions internationales, ce n'est pas toujours cohérent. Je crois que nous devons peser énormément. Donc, ce n'est pas facile et de compter sur ces gens-là. Il faut d'abord compter sur nous-mêmes. Alors, le 14e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa. Non, moi je crois que c'est presque le statu quo, la guéguerre entre les anglophones et
la francophonie, ça reste. Ça reste. Je puis même dire que la France est toujours avec nous et que de l'autre côté, l'aide au développement de la Grande-Bretagne au Rwanda, ils ont basculé vers l'anglophonie, pour ainsi dire. La langue anglaise est enseignée. L'aide au développement de l'Angleterre est énorme là-bas au Rwanda. Et ici, la France est très présente. Elle est très présente. Je puis dire que ça n'a pas beaucoup changé. Déjà, le Premier ministre a dit que juste après le quoi qu'il y a eu entre le président Hollande et le président Kabila, Matata fait un voyage en France pour très vite apaiser les choses. Je crois que les statu quo sont des précarés francophones et ça sert au rayonnement de la France. Donc je crois que les choses n'ont pas beaucoup changé. Merci. Monsieur Jean-Pierre, en une minute, par rapport aux acquis de la francophonie, un an après le sommet qui s'est tenu à Kinshasa. Bon, je dois vous dire franchement que la question me gêne un peu. Elle me gêne parce que c'est le genre de question, même si ce n'est pas votre intention, mais qui est reçue par les Congolais, notamment par les jeunes, comme quoi nous sommes là, nous, pour attendre des résultats sur notre beefsteak, sur notre foufou, sur de ces gens-là. Non, il ne s'agit pas de ça. Tous les pays du monde ont une diplomatie, parce que ces pays cherchent à avoir une place dans le concert des nations. Et si notre pays fait des efforts pour rayonner dans une organisation comme celle-là, le résultat, c'est que le rayonnement. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce que ces gens-là nous apportent du maïs. Ce n'est pas leur problème. Notre maïs, c'est à nous de le faire. Là, je suis parfaitement d'accord avec le professeur Kalele. Là, je suis parfaitement d'accord à le faire. Voilà pourquoi je suis parfois critique par rapport à cette manière de poser les questions. C'est comme si nous attendons quelque chose de concret de ces gens-là. Non, nous n'attendons rien et nous ne devons même pas attendre. Donc c'est le rayonnement. Quelque chose. Nous cherchons le rayonnement, nous cherchons à participer à l'évolution du monde. Donc nous devons être là. Et de temps en temps, ils doivent venir chez nous. Et c'est tout. On n'attend pas le plus. Voilà, professeur Kalele, on va terminer par vous. En une minute, juste. Je crois que le Congo assume pour le moment la présidence tournante du sommet de la francophonie. On a déjà oublié ça. C'est venu, il y a eu une messe ici, tout ça. On a construit des huttes à gauche, à droite. C'est terminé. On ne voit pas les retombées. J'ai fait beaucoup d'émissions avec Kabila en face de moi ici. Me disait le monde entier nous regarde, le monde entier vous voyez, etc. Mais on continue toujours à nous regarder, à pleurer. Toutes ces histoires-là de sommet, on ne va pas vous respecter quand vous circulez à travers le monde pendant que votre peuple meurt de faim, que vos infrastructures sont détruites, que vos populations sont massacrées par des peuples voisins. Non. On commence par s'affirmer à l'intérieur, alors on rayonne mieux à l'extérieur. Enfin, je voudrais appeler à M. Kabila, que j'aime beaucoup de temps en temps, que le problème de la guerre, là, ce n'est pas tellement le problème des armes. Ce n'est pas l'arme, mais l'homme qui décide de l'issue d'une guerre. Le Vietnam s'est soulevé contre la France, où vous avez vécu longtemps, avec des gourdins, la détermination, etc. Ici, elle manque. Parce que si vous voulez aussi gagner la guerre, revoyez votre politique culturelle. La musique, là. Votre musique, est-ce qu'on entend la musique martiale ici? C'est musique de danse, des femmes, et tout ça, etc. La boisson. Donc, il n'y a pas une volonté réelle de faire respecter ce peuple. Il n'y a pas une volonté réelle de bouter l'ennemi dehors. Le reste, là, vous nous faites des discours qui nous endorment. Merci, professeur Kalele. Merci, monsieur Jean-Pierre Kabila. Merci également, professeur Milala, pour toutes ces analyses. Mesdames et messieurs, c'est fini aujourd'hui pour ce nouveau numéro de débat de la semaine. Une émission que vous aurez également la chance de suivre sur Radio 7, 106.1 MHz. En attendant, excellente soirée à toutes et à tous.